On vous avait aussi signalé à l'INJS beaucoup de problèmes, notamment que ça faisait 2 ans qu'on ne payait pas les bourses des étudiants et qu'en plus de cela, il y avait des documents à payer chaque semaine. Il paraît que là-bas, là, chaque semaine, on paye au moins 3 documents. Chaque document fait 3 000. Vous voyez ce que ça fait par semaine? Pratiquement 10 000 francs par semaine, pendant qu'on ne paye pas les bourses des étudiants. Là aussi, on nous a dit que la semaine passée, ils ont commencé à payer les bourses, mais seulement pour les 2e années et la bourse des premières années. Et on nous dit carrément que ça a été sans explication et que les gens de l'administration se permettent de dire que c'est mort. Dans le langage ivoirien, ça veut dire qu'on ne va pas payer, il ne faut même plus en parler, on fait un trait dessus. C'est trop facile. L'État ne peut pas débourser l'argent du contribuable pour payer des bourses des étudiants et puis des gens vont bloquer ça et puis on va dire que c'est mort. Donc nous là, on attend qu'on paye la bourse de ceux de première année et on va suivre cette affaire de près. Donc nous vous reviendrons sur cette affaire. Ce n'est pas mort, ils vont payer. On nous a signalé aussi un problème au niveau de l'orpaillage. Ça, c'est un vieux problème qui mine toutes les régions du pays. On va revenir dessus. On va revenir dessus, mais dans les détails. Parce que c'est un problème qui est très complexe et la complicité de certaines autorités publiques est engagée dans ce problème. Alors que c'est un problème qui est source de beaucoup de violence dans toutes les régions du pays, mais c'est aussi source de dégradation de la nature. Parce que les orpailleurs creusent des trous et ces trous-là, ils ne les referment pas. Ça fait que quand ils finissent d'exploiter un terrain, il ne peut plus être exploitable pour l'agriculture. Il y a des animaux qui tombent dans ces trous, il y a des personnes aussi qui tombent dans ces trous. Donc vraiment, c'est un problème assez sérieux qui perturbe même la cohésion sociale au niveau de certaines régions de ce pays. Donc, on va revenir dessus en faisant un reportage complet sur la question. Donc, par rapport au sujet à l'ordre du jour, nous allons commencer par des menaces dont nous sommes l'objet. Pour vous qui êtes sur la toile, vous voyez parfois des personnes qui nous injurient, des personnes qui nous menacent. Ça, ce sont des situations qui sont légion. Mais ce dont nous voulons parler aujourd'hui, il s'agit de certaines informations que nous avons reçues de sources concordantes et de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas. Ce qui nous a été rapporté, c'est que certaines personnes tenantes du pouvoir auraient dit à des personnes différentes, comme on vous l'a dit là, qui ne se fréquentent pas et qui ne se connaissent pas, l'information selon laquelle ils ont des personnes qui sont sur leur liste noire. On vous a toujours dit qu'on n'est pas dans un état de droit. Ça là, c'est un exemple encore. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des personnes qui disparaissent. Il y a des personnes qu'on enlève. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, il paraîtrait que nous serions sur une liste noire et que les gens ont constaté que les emprisonnements n'ont pas d'impact sur moi. Donc, ils sont en train de guetter une occasion pour m'éliminer. Donc, je voudrais prendre l'opinion nationale et internationale à témoin parce que le travail qu'eux-mêmes ils nous ont donné là, on va le faire jusqu'au bout. Moi, je travaillais au Bénet. On m'a licencié. On a cru bon de me licencier. Donc, actuellement où je parle là, société civile là, c'est ma profession, c'est mon métier, c'est mon travail de tous les jours. Et je ne vais pas arrêter de le faire. Si on était dans un état démocratique, si on était dans un état de droit, on applaudirait même ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous permettons au pouvoir public d'avoir des informations sur les dysfonctionnements dans la gouvernance, qui ne sont pas forcément de leur fait. Parce que quand on gouverne, on délègue. Et quand on délègue, on n'a pas toujours le suivi qu'il faut sur le travail de ceux à qui on délègue certaines missions, certaines tâches. Donc, nous, la société civile qui faisons le contrôle citoyen de l'action publique, c'est nous qui permettons
aux pouvoirs publics qui sont de bonne foi de constater ce qui ne va pas dans leur département pour pouvoir corriger cela. C'est en ce sens que vous avez vu tout à l'heure, on vous a annoncé qu'il y a des problèmes qu'on a dénoncés qui sont en train d'être résolus. C'est comme ça on travaille en principe. Maintenant, ceux qui ont pour programme d'éliminer les autres là, j'aimerais leur dire que de la même manière que c'est Dieu qui décide de notre naissance, c'est de cette même manière qu'il décide aussi de notre départ. Si c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas un homme qui décide de la vie ou de la mort de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler des élections de 2025. On revient sur ça et on reviendra sur ça jusqu'à ce qu'on finisse avec octobre 2025. Parce qu'il y a plein de problèmes par rapport à ces élections-là qui ne sont pas résolus et on ne sait pas ce que l'opposition attend pour prendre ses responsabilités. Mais nous, notre rôle, c'est de parler et de faire des propositions pour que les choses avancent. Donc, sur le journal L'Expression du mardi 21 août 2024, on a lu ceci. À la une même du journal, 359 chefs sollicitent la candidature du président Ouattara. J'ai coutume de vous dire que les gens sont en train de créer le même contexte de 2020. C'est ça qui est là. En 2020, on a vu des rois et chefs traditionnels qui se sont déplacés pour venir à Abidjan pour demander au président Ouattara de faire un troisième mandat. C'est la même chose qui a commencé comme ça. Donc, on aimerait dire à l'opinion que chacun est libre de soutenir le candidat qu'il veut. Mais dans le statut des chefs et rois traditionnels, il est écrit noir sur blanc qu'ils sont apolitiques. Ça veut dire que ce n'est pas aux chefs traditionnels de choisir un candidat. Un roi et chef traditionnel qui respecte les textes de ce statut-là, quel que soit celui qu'il soutient, il ne viendra pas le dire publiquement. Parce qu'il a le droit aussi de voter. C'est dans les urnes, il va s'exprimer. Parce que pendant les campagnes, là, lui, là, il a obligation de recevoir tous les candidats de tous les bords chez lui. Il est apolitique, il est là en principe pour les questions traditionnelles, il est là pour la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas lui qui prend parti pour un candidat. Donc ça, c'est déjà un fait important de relever par rapport à ces élections qui arrivent pour demander aux rois et chefs traditionnels de savoir rester à leur place et dans leur rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le plus important n'est plus la candidature du président. Qu'il veuille faire 4e mandat ou 5e mandat ou 10e mandat, ce n'est même plus ça qui est important. Il a déjà fait 3e mandat, s'il veut, il n'a qu'à faire 10 mandats. Ce que nous, on demande en tant que société civile, là, c'est que les conditions pour aller à ces élections soient suffisamment transparentes pour que la volonté du peuple prime. Si le peuple a choisi le président Ouattara, il gagne. Si le peuple a choisi quelqu'un d'autre, il doit aussi pouvoir gagner. Et pour garantir cette transparence-là, il y a plusieurs choses qui doivent être réunies, notamment la réforme de la CEI. Parce que depuis le début, c'est la CEI qui constitue un problème, c'est la CEI qui continue de créer des problèmes, c'est la CEI qui, dans le contexte actuel, fait cavalier seul au lieu de faire les choses de façon consensuelle. C'est notre problème qui est là. Maintenant, si la transparence est une condition pour que le choix des citoyens soit respecté, si la réforme de la CEI est une condition pour que les élections soient organisées de façon transparente, nous ne comprenons pas pourquoi l'opposition décrit la CEI alors qu'elle est à l'intérieur de la CEI. Aujourd'hui, là, on veut insister sur ce point. Parce qu'on ne voit pas ce que votre présence à la CEI change. On ne le voit pas. Donc, l'idéal serait que si vous êtes sincère dans votre lutte contre la CEI, là, vous puissiez en sortir. Parce que ce qui va se passer, si un matin, on nous annonce, parce que quand on dit aux gens
de réformer la CEI, ils répondent, la société civile est dedans. J'aimerais préciser que la société civile qui est dedans, là, nous autres, là, on ne nous a pas consultés pour la choisir. On nous répond que l'opposition est dedans, puisque tous les grands partis de l'opposition sont représentés au sein de la CEI. Et quand ils nous répondent comme ça, ils ont raison. Vous êtes dedans. Maintenant, vous êtes dedans, là, vous faites quoi dedans? Et puis, le mode de fonctionnement ne change pas. Et puis, les résultats ne changent pas. Et puis, vous-même, vous vous plaignez de ce dont vous êtes dedans. Il y a un problème. Si un matin, vous êtes sincère et que vous avez le courage de sortir de la CEI, là, on va savoir que vraiment, vous voulez le changement. Vous sortez de la CEI, ça va obliger le pouvoir en place à trouver une solution. Parce qu'ils vont se retrouver entre eux là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Normalement, là, ce n'est pas à nous de vous dire tout ça. Mais comme on est fait pour réfléchir ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà la solution que nous, on vous propose. Analysez-la et faites-le le plus tôt possible pour qu'avant 2025, on règle certaines questions. C'est de ça aussi qu'il s'agit. On est en 2024. On n'a même plus 4 mois parce que septembre est entamé. On va dire qu'il nous reste 3 mois et demi pour que l'année se termine. Quels sont les actes majeurs que vous posez en tant qu'opposition pour qu'on puisse sortir de tout ça? Vous créez des coalitions. Ça, là, il y a longtemps, vous créez coalition et puis on est là. Ça a changé quoi? On vous demande de poser des actes qui vont montrer votre bonne volonté par rapport à ce changement que nous voulons nous tous pour avancer, pour qu'on ait la vraie démocratie, pour qu'on ait des élections transparentes. Mais ça là, normalement, ce n'est pas à nous de vous dire ça. Donc vraiment aujourd'hui là, c'est le point sur lequel je veux insister. Tous les opposants là, ceux qui nous écoutent là, allez dire à vos responsables de parti là, de sortir de la CEI, on va réformer la CEI. Parce que le parti au pouvoir de lui-même ne va jamais accepter de le faire. Parce que cette CEI l'arrange. Comment maintenant vous l'obligez à changer là? C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Si on a eu d'autres idées là, on va vous envoyer ça. J'en profite pour vous annoncer qu'on a créé un comité de réflexion. Ça s'appelle Comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Ce comité-là est dirigé par plusieurs organisations de la société civile, dont celles qui ont saisi l'ONU contre l'ordonnance. Et nous allons faire le lancement de ce comité le 19 septembre 2024. Quand nous allons faire le lancement, nous allons vous donner toutes les informations sur ce comité. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est l'une des réflexions de ce comité. Comment faire pour avoir des élections inclusives? Comment faire pour avoir des élections transparentes? Comment faire pour avoir des élections apaisées? Pas dans la bouche, de façon concrète. Comment faire? C'est une des solutions que je viens de vous donner là. Par rapport aussi à l'inclusivité, on aimerait dire qu'il y a 2 points qu'on a relevés lors des journées de consultation populaire que nous avons organisées le 22 juin. Et tout ce qui est sorti de cette journée de consultation populaire, ce sont les points sur lesquels et la société civile et l'opposition sont d'accord. Et par rapport à l'inclusivité, on a relevé 2 points. Et je veux aussi insister sur ces 2 points. Le premier point, c'est le fait qu'il y ait l'inclusivité des électeurs. C'est-à-dire que chaque citoyen puisse user de son droit de vote sans entrave aucune. Il se trouve que pour obtenir la CNI, c'est la croix et la bannière. Je le dis et je le répète et je vais le répéter jusqu'à ce que cette situation change. Je connais des gens qui ont eu leur CNI en 10 jours, en 2 semaines. Je connais aussi des gens qui attendent leur CNI depuis 4 ans après 5 inscriptions. Et il n'y a même pas de trace de leur dossier à l'ONESI. Comment on peut expliquer ça? C'est ça qu'on appelle l'exclusion de l'électeur. Et c'est pour cela que nous voulons donner une idée. Parce que nous, là, on est là pour ça, réfléchir, pour faire des propositions. Il faudrait donc qu'on admette, parce que la période d'inscription sur la liste électorale n'a pas encore été définie.
la période de révision de la liste électorale n'a pas encore été définie. Comme pour avoir CNI, là, c'est un problème, permettez que les gens s'inscrivent avec leur récépissé. Parce que le récépissé est le témoignage de la volonté d'avoir voulu obtenir sa pièce. Maintenant, si on ne l'a pas obtenu, ce n'est pas la faute du citoyen. Donc, voilà une idée que nous vous donnons. La deuxième idée que nous vous donnons, c'est de ramener les attestations d'identité. Il y a eu beaucoup de magouilles autour, il y a eu beaucoup de fraudes autour, mais on va faire comment? Quelqu'un qui n'a pas sa CNI, il n'a pas d'attestation d'identité, comment il fait pour ses actes de la vie civile? Comment il fait à la banque pour déclarer les naissances, pour tout? Ou alors vous permettez que le récépissé serve pour tout alors? En tout cas, trouvez la solution parce que vous privez les citoyens de leurs droits à travers cette mauvaise façon de décerner les cartes d'identité. Le deuxième point de l'inclusivité, c'est par rapport aux candidatures. On a dit et on répète, on propose que c'est tous les candidats. Même si Moustique veut candidater, il n'a qu'à candidater. Si Éléphant veut candidater, il n'a qu'à candidater. Mais nous là, on vous attend pour voter. Donc nous, on ne veut pas que vous allez créer des conditions de guerre et puis nous, on va mourir. Vous allez prendre votre jet privé pour aller vous asseoir quelque part. Après, vous allez poursuivre la politique à elle les survivants. Permettez que tout le monde candidate. Nous, on va voter. Et ça, c'est une décision politique. Si le président Ouattara veut là, il va décider ça. Et puis ça va passer. Que tout le monde n'a qu'à être candidat. On ne veut pas faire des problèmes, de conflits, de crises sur affaire de candidature. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, on a fait beaucoup de propositions. Mais l'inclusivité, là, c'est important. C'est pour cela que je voulais revenir dessus. Donc, je répète, nous, on parle, mais l'opposition doit agir. Ils n'ont qu'à sortir de la CEI, je répète cela. Et trouver les solutions pour qu'on puisse s'inscrire sur la liste électorale, qu'on ait la CNI ou pas. On avait aussi proposé d'ailleurs à propos de la liste électorale que comme il est difficile d'obtenir les pièces pour s'inscrire, qu'on étende ça jusqu'en juillet 2025. Mais quand on a rencontré la CEI, ils ont dit que juillet, ça allait être trop juste par rapport aux 3 mois qu'il faut pour le contentieux. Donc vous pouvez mettre jusqu'en juin 2025, même en mai même. Mais au moins, à partir de maintenant, jusqu'en mai 2025, il n'y a pas d'interruption pour s'inscrire sur la liste électorale. Vous prenez des lieux précis, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se tournent les pouces à ne pas travailler. Donc ça ne va pas induire forcément des frais supplémentaires. Vous réquisitionnez certaines administrations, il y a les sous-préfectures, il y a les mairies. Les gens s'en vont s'inscrire là-bas tranquillement. Hein? On n'a pas besoin d'un dispositif spécial qui va faire dépenser encore l'État avec notre argent pour ne pas donner les résultats qu'il faut et surtout pour ne pas avoir la paix. Voilà, donc franchement, nous là, si vous nous écoutez, vous aurez toujours des avis. C'est ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, ça c'était pour les élections de 2025, ce qu'on avait à dire dessus. On espère que chacun prendra pour sa part. On aimerait préciser que nous, en tant que société civile, là, c'est les principes là que nous défendons et c'est la paix que nous voulons. Voilà, on n'est pas là pour soutenir une personnalité politique. D'ailleurs, nous sommes contre le culte de la personnalité. On veut que les gens se présentent aux citoyens avec leurs projets de société, avec leurs idées qu'ils ont pour transformer la vie des citoyens et ce sera à nous de choisir qui on veut. Voilà, on ne veut pas se rassembler autour de quelqu'un, mais autour d'idées, autour de projets, autour de programmes. Même si c'est vrai que dans les programmes, on peut mentir, mais au moins vous avez exposé. Nous, on va réfléchir par rapport à votre passé, votre background, votre palmarès. On verra qui on doit choisir. Si on s'est trompé, prochaine élection, on va changer. Voilà, donc c'est un peu ça. On nous a signalé une situation qui montre que le développement en Côte d'Ivoire est un problème. On vous a dit que le développement, là, il est fait pour améliorer les conditions de vie des populations. Le développement qu'on nous enseigne à l'école, développement par l'homme pour l'homme, là, ce n'est pas ce qu'on voit dans notre pays ici. Déguerpissement, là, on a parlé de 5 cas, on est fatigué, mais on va continuer. Ça dit qu'en dehors même des cas qui concernent le déguerpissement, où on prétend faire un développement en détruisant des vies,
il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que les déguerpissements, là, pour le moment, c'est à Abidjan, ici seulement. Et j'aimerais relever un fait qui va vous montrer toute la mauvaise foi de nos pouvoirs publics par rapport à ces déplacements-là, ces déguerpissements. Le site de Banco 1, ce n'est pas un quartier précaire. Parce que nos autorités, malheureusement, ne disent pas souvent la vérité et c'est dommage. Banco 1 n'est pas un quartier. Banco 1 est un village de Yopougon qui a été créé par décret. Le décret est là, on peut vous montrer ça. Et il y avait des chefs de village à qui la préfecture d'Abidjan décernait des arrêtés de nomination en tant que chef de village. Les papiers sont là. Heureusement que les Blancs ont créé papier. Ce n'est pas parole contre parole. Les documents sont là. Donc Banco 1 là, c'est un village qui a été déguerpi dans les mêmes conditions que GESCO. C'est-à-dire, on n'informe pas les gens, on vient casser leur maison sur leur tête pendant qu'ils sont en train de dormir, on ne les indemnise pas et finalement, on fait des promesses qu'on ne tient pas. Ça, ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de se comporter comme ça. Et sur le site de Banco samedi passé, ils sont allés faire pose de la première pierre pour des premières pierres encore. On va dire pose de la première plante pour un planting d'arbres. C'est-à-dire que c'est pour planter des arbres qu'on a détruit un village qui constitue une identité culturelle. Et le Premier ministre était là-bas avec le maire d'Atekoubé dans Haut-Polin, alors que ce n'est pas un site d'Atekoubé, c'est un site de Yopougon. C'est un village de Yopougon. Atekoubé dit qu'on appelle ça Agban entier, mais il n'y a pas de papier qui crée Agban entier. Donc, le Premier ministre et le maire dans Haut-Polin d'Atekoubé sont allés planter arbres là-bas, samedi avant-hier, le 7 septembre. Donc, c'est pour planter des arbres que vous avez détruit un village. C'est pour planter des arbres que vous avez détruit des familles. C'est pour planter des arbres que vous avez détruit des scolarités. Et puis vous êtes content. Moi, vous me faites honte. Vous me faites honte. Parce que vous avez déguerpi les gens sans les recenser. Et c'est après recensement, vous cherchez à... On ne va même pas dire indemniser parce que ce que vous donnez est dérisoire. Que vous cherchez à leur donner quelque chose. Mais même ce quelque chose-là, vous faites ça encore sur des listes frauduleuses. Il y a des gens qui ne sont pas déguerpis, qui ont leur nom sur la liste. La liste d'Atekoubé, là, il y a le nom de certains conseillers municipaux dessus. Il y a le nom des agents de la mairie dessus. Ils ne sont pas parmi les déguerpis. Et pendant ce temps, il y a des victimes qui n'ont pas leur nom dessus. Voilà le développement qu'on fait en Côte d'Ivoire. Et le 13 mars, le président prend en conseil des ministres des mesures. On n'applique pas ces mesures. Ils ont pris 5 mesures. La seule qui a eu un début d'application, c'est l'affaire de relogement. C'est ça qui est tombé dans la liste frauduleuse. Là. Et ils ont fait ça pour 2 sites, alors qu'il y a une quinzaine de sites qui ont été déguerpis. Les commerçants n'ont pas été pris en compte. Les fermiers n'ont pas été pris en compte. On fait comme si c'est les habitations seulement. Tout ça là, ce n'est pas le développement. Donc je disais que pour Abidjan là, c'est dans le déguerpissement, on voit ça. Mais à l'intérieur du pays, vous dites que vous voulez électrifier les villages. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là encore, on ne respecte pas les normes. Côte d'Ivoire Énergie, pour placer ses poteaux d'électrification, détruit les cultures des gens. Et puis on ne les indemnise pas. Et ça, c'est un peu partout dans le pays. Hein. On nous avait interpellés à Sikensi. Là, aujourd'hui, depuis 2020, il y a un village de la sous-préfecture de Tokro dans le département de Daoukro qui s'appelle Komeo Ngwa. Depuis 4 ans, depuis 2020, ils attendent les indemnisations pour leur culture. On ne paye pas. Ça, ce n'est pas le développement. Vous allez montrer vos dents pour dire que vous avez électrifié sans préciser qu'en électrifiant, là, vous avez enlevé le pain dans la bouche de certaines personnes en détruisant leur culture. Et c'est tout ça là, on dit. Et puis certains ne sont pas contents, ils disent qu'ils veulent nous tuer, comme si eux-mêmes là, ils ne vont pas mourir un jour dans leur vie. Nous tous, on va passer par là. C'est comment ça va se faire là, c'est ce qu'on ne sait pas. Hein? Vous gouvernez pour détruire les vies, pour détruire les gens, c'est pas sérieux. Et ça, nous, on doit le dire. Et si vous ne voulez pas qu'on le dise, corrigez-vous. C'est aussi simple que ça. Ressaisissez-vous.
Révisez vos méthodes pour que votre développement apporte la joie à tout le monde. Donc ça, c'était pour signaler ces histoires de planting là. Vraiment, c'est pas bon. Le dernier point que nous allons aborder, c'est par rapport aux logements sociaux. Logements sociaux là, c'est à cause de ça même beaucoup ont voté le président actuel. On a dit un Ivoirien, toi. Il a dit qu'il allait donner des maisons aux gens qu'ils allaient payer à 25 000 par mois. Qui ne veut pas avoir maison? Mais on a vu comment s'est passée la première phase des logements sociaux. Les gens se sont inscrits. Ils ont même mis les gens du secteur informel dedans. Les gens se sont inscrits. Il y a des retraités qui ont mis toute leur pension dedans. On dit l'argent est sur compte séquestre. Mais au finish, ils sont allés prendre des entreprises. Dieu merci, certaines ont travaillé. Il y en a qui ont disparu. Elles ont disparu avec l'argent des gens. Les gens demandent remboursement. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il y a encore des groupes qui n'ont pas été remboursés. Il y a des gens même qui sont venus me voir. On est allé au ministère de la Construction. Finalement, on dit non, on n'a qu'à aller à la justice. Voilà comment la première phase s'est passée. Et comment on peut changer les règles du jeu au cours du jeu? On dit les logements économiques, 5 millions. Non, logements sociaux, 5 millions. Économiques, 10 millions. Les gens viennent payer, pendant qu'ils sont en train de payer, 5 millions devient 10 millions, 10 millions devient 15 millions. Ils ne peuvent plus continuer. Ils ne peuvent pas continuer, on ne rembourse pas leur argent. Maintenant, ceux qui volent l'argent du contribuable, là, eux seuls, ils s'en vont payer 4, 5. Ils modifient pour faire duplex, pour faire immeuble. Ça est là, allez sur la route de Bassam, là, les cités là sont là-bas. Et sur 8 cités, là même on parle parce qu'on est à la rentrée scolaire encore. Sur 8 cités, il n'y a même pas une qui a une école. Les cités là sont situées à 7 km de Bassam et à 8 km d'Abidjan. Et c'est là-bas les enfants vont à l'école. Si tu as 3-4 enfants là, tu fais comment? Tu as payé cantine forcée. Alors que s'il y avait école dans le quartier, ça réduisait les frais des pauvres parents. Et ce seraient des écoles publiques. Vous voyez dans quoi vous mettez les gens en prétendant faire votre développement. Donc pour revenir sur les logements sociaux, là, la deuxième phase a commencé. Moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller s'inscrire là-bas. Parce qu'on n'a pas encore réglé les problèmes des gens de la première phase. Donc ceux qui vont courir dans la deuxième phase, là, s'il y a problème, ne venez pas me voir. Je vous dis ça en même temps. Parce qu'on n'a pas réglé les problèmes de la première phase. On s'en va lancer deuxième phase. Deuxièmement, nos déguerpis, là, il y a des gens qui les appellent. Vous dites, venez, on veut faire logement social pour vous. Quelqu'un qui veut faire logement social pour vous, il va vous mettre dehors d'abord. Avant que le logement social là ne soit prêt, si tu n'es pas mort, c'est ça? Tu es dans la rue, avec tes enfants. Ça ne témoigne pas d'une bonne foi. Les déguerpis, là, si on voulait faire logement social pour vous, on allait venir vous voir. On allait vous parler du projet, vous alliez vous entendre sur un calendrier, ils allaient construire logements sociaux là, ils allaient vous mettre dedans et puis ils venaient détruire. Là, nous tous, on allait applaudir. C'est pas ce qui s'est passé. Mais parfois, le désespoir et la pauvreté fait que tout le monde écoute tout. Moi, je vous aurais prévenu. Le 15 septembre, c'est la journée de la démocratie. Et à l'occasion de cette journée de la démocratie, Civis Côte d'Ivoire organise une activité avec des femmes, uniquement des femmes, pour faire le bilan de la démocratie en Côte d'Ivoire. Dieu merci, on m'a invité aussi. Donc moi, je vous invite aussi. Venez, on va parler du bilan de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, à cette occasion, il y a la présidente du CNDH, Madame Namizata Sangaré, qui va faire une conférence inaugurale. Et puis après, on aura un panel. Un panel qui sera animé par Madame Laurentine Aguier, qui appartient à la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Madame Nathalie Kouakou, qui est présidente de l'ONG Vive sans violence. Madame Blandine Ambako, qui est directrice exécutive du centre ESD, et moi-même. Chacune aura un thème à traiter. Et nous allons échanger sur la démocratie dans notre pays. Donc nous vous invitons, comme dimanche,
le 15 septembre tombe dimanche. L'activité se fera le 17 septembre au CERAO. Le CERAO est situé au carrefour de l'Opéra, aux 2 plateaux à Adjin. L'Opéra est là, à l'opposé de l'Opéra là. Le CERAO est là. Si vous demandez, les gens vont vous indiquer. Ça sera de 8h à midi. Donc, le mardi prochain, nous allons certainement faire notre direct à partir de 13h ou 13h30. Mais nous vous invitons massivement au CERAO pour participer ensemble à cette réflexion sur la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Avant de terminer, nous allons vous rappeler, aux membres de ACI, nous allons vous rappeler que nous sommes en train de cotiser pour notre siège. Le délai, c'était le 10 septembre, donc aujourd'hui. Le 14, on va faire un point pour voir où nous en sommes. On a demandé à chaque membre de ACI de donner 10 000 et plus. Ça veut dire qu'on doit donner au moins plus de 10 000. Même si c'est 10 500, c'est plus de 10 000. Donc, tous ceux qui ont cotisé 10 000 là, je vous ai déjà dit envoyer au moins 1 000 francs encore. Ensuite, ceux qui peuvent, qu'ils donnent plus, parce qu'on cherche à mobiliser 3 millions et pour la caution et pour l'équipement et pour beaucoup d'autres choses qui concernent le siège afin que notre siège soit digne de notre organisation. Donc, même ceux qui ne sont pas membres de ACI, qui apprécient ce que nous faisons, vous pouvez aussi contribuer. Si vous voulez, on va donner votre nom. Si vous ne voulez pas, on ne donnera pas votre nom. Vous contactez Miss Ella Loukou au 07 87 211 777. Je répète, 07 87 211 777. Pour adhérer à ACI, un seul numéro, M. Oku va vous recevoir au 07 57 82 96 08. Il va vous donner les conditions d'adhésion, mais je vous dis déjà que c'est 10 000 francs l'adhésion et les cotisations des membres varient selon leur niveau de responsabilité dans l'organisation de 1 000 francs à 5 000. Ce n'est pas grand-chose. Donc, nous vous encourageons à vous joindre à nous pour renforcer la lutte. Par rapport aux dons, quand nous faisons les focus citoyens, nous vous présentons parfois des situations d'action sociale. Vous avez la rentrée qui est là, il y a des déguerpis qui ont besoin de kits scolaires, il y en a qui ne sont pas encore relogés. Si vous voulez aider une famille ou bien faire une opération pour offrir des kits scolaires, vous appelez le 07 47 45 11 45 ou le 05 46 78 55 19. Ce sont les numéros d'une même personne. Alors vous pourrez lui dire, moi mon don est orienté sur telle ou telle chose. Si vous voulez aussi faire un don à la présidente, c'est le même numéro. Si vous voulez faire un don à l'organisation pour nos activités, c'est également le même numéro. Donc nous allons vous souhaiter une excellente semaine et à mardi prochain pour notre... Ayant échoué, parce que vous venez d'écouter la team, hein, ayant échoué d'intimider la dame par les emprisonnements, le RADP s'est donc résolu à menacer maintenant par des tentatives d'assassinat. C'est ce point qui m'a le plus intéressé dans cette vidéo de Pichuring Ballet. Ça fait quelques semaines, je n'ai pas publié son contenu et je n'ai pas donné d'avis sur ce qu'elle disait. Et là, aujourd'hui, en écoutant sa vidéo qu'elle a fait hier, je me suis dit, oh, c'est quand même fort. Je l'ai souvent dit que pour moi, c'est une femme très forte, très courageuse, parce qu'elle a tout subi et elle a tout vu. Elle a tout subi, elle a tout vu. Sous le pouvoir d'Alassane Ouattara, elle a fait des prisons pas mal de fois. Ils l'ont tellement mis en prison qu'ils ont fini par comprendre qu'elle ne peut pas être intimidée par la prison. On ne peut pas fermer sa bouche par la prison. Et aujourd'hui, ça a changé. On ne veut plus fermer sa bouche par la prison. On veut fermer sa bouche par la mort. Et donc aujourd'hui, Pulchering Ballet serait donc à danger de mort. Ceux qui sont au pouvoir seraient donc aujourd'hui tentés à en découdre avec sa vie. Et il faut parler. Parce que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas encore existé en Côte d'Ivoire. Nous cherchons par exemple Eli Pandar aujourd'hui. Nous cherchons par exemple le prophète Jérémie. Les Steve Biko ont disparu de la surface de la terre, on ne sait pas où il est. Tout ceci prouve à suffisance qu'il est important
de tenir en compte quand Pulchering Balé dit qu'aujourd'hui, c'est à sa vie qu'on veut et même plus à ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est tellement énervante, mais pourtant c'est eux qui l'ont obligée à être où elle est. Elle dit clairement elle est de la société civile et c'est son travail à temps plein aujourd'hui. Mais vous allez subir ça. Il n'y a pas d'autre choix. Vous allez subir ça. Parce que c'est à cause de vous-même qu'elle s'est retrouvée là-bas. Il faut subir ça. Et d'ailleurs, la société civile, c'est le rôle de la société civile. Donc, elle est dans son rôle. Moi, j'ai souvent dit qu'elle méritait même mieux. Elle devait être dans un parti politique, utiliser une grande poste, des grandes fonctions, espérant donc aller jusqu'au sommet de l'État un jour, parce qu'elle a cette capacité, elle a cette couronesse et elle a cette détermination d'une femme. J'ai rarement vu autant de courage, de poigne, de force, de rigueur chez une femme aussi jeune. Donc pour moi, je suis clair aujourd'hui que oui, voilà une femme dont qui me fait à chaque fois retirer mon chapeau. Et le RHDP se rend bien compte, ils ont peur, ils veulent en découdre avec sa vie. Elle est très forte et elle est très déterminée. Mais surtout, le message qui passe aussi à l'opposition qui n'est pas en train de prendre ses responsabilités. Toujours à nous dire qu'ils le feront après. Et pour faire se discuter et trouver ça. Ils ne sont pas réalistes. Ils ne sont pas réalistes aujourd'hui. Parce que pour être réaliste en Côte d'Ivoire, c'est reconnaître que le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui peut faire tomber le pouvoir en place. Parce que nous l'avons déjà vu en 2010, ce qui s'est passé. Alors que tout le monde était contre lui. Mais imaginez-vous le président Gbagbo aujourd'hui. Et c'est seul Soro qui a pu être réaliste. Soro a lui-même dit qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut suivre l'appel vers le côté où vous savez vraiment que celui-là a une détermination, a une force de frappe, mais a aussi quelqu'un derrière lui. Gbagbo a des gens derrière lui qui sont prêts à l'amener au combat. Mais vous voulez juste suivre des personnes comme ça pour vous faire plaisir, quitte à trahir même votre histoire et votre destin. La team, vous avez écouté cette vidéo de Pulchering Balé, partagez-la massivement et n'hésitez pas d'interpeller les gens aussi.